Eh bien, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de Plus belle Massarthe. Ce soir, on a parlé de Sillé-le-Guillaume, mais on va s'appesantir un peu plus longuement sur ce village avec Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ce soir, parmi nos chroniqueurs habituels, Emeline Falampin, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Pour parler des commerces manceaux et sartois. Serge Bertin, le patoisant de service. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, Madame Ravenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour parler cuisine ce soir et parler de vos recettes que vous distillez, on va dire, dans toutes les communes sartoises et à qui veut bien l'entendre. Bienvenue. Merci. Bien, mon cher Pascal, on va revenir donc sur Sillé-le-Guillaume et cette commune dynamique qui a, bien sûr, tout le monde connaît Coco-Plage, mais la forêt de Sillé, mais il n'y a pas que ça, on va dire. Je vais vous parler de Coco-Plage dans quelques instants, mais on avait déjà fait une précédente émission sur Sillé où j'avais parlé de pas mal de choses, de bâtiments comme le Pilier Vert, par exemple. Et donc là, ce soir, je vais plutôt résumer sur des choses que je n'ai pas dites la fois d'avant. Et là, c'est deux châteaux. Et le premier, c'est un château peu connu, qu'on appelle le château du Défait aujourd'hui. Alors, c'était un grand mystère jusque dans les années 2010. On va aller justement vers Coco Beach, vers Coco Plage, où là, à côté de la plage, si les gens qui se font bronzer l'été, ils peuvent aller voir derrière. Il y a, juste derrière la plage, là, que l'on voit là, il y a les ruines d'un ancien château avec 6 tours. Voilà, vue du ciel. Vous voyez, c'est un rectangle avec 6 tours. Alors, jusqu'à présent, il y avait un abbé qui s'appelait Monsieur, je cherche son nom, Robert Charles, qui avait fait un écrit en 1876 avec la Société archéologique et historique du Maine, ou dans l'autre sens, historique et archéologique du Maine, où là, il disait que c'était un château carolingien. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, mais vu la structure, 6 tours, un rectangle, ça doit être un château romain. Et puis, on supposait sur une crête comme ça. Et puis, en fin de compte, il y a eu des fouilles en 2010 et il s'avère que ce château remonte au XIIe siècle. Donc, la cabane était un petit peu cassée. Mais quand même, le plan ne correspond pas trop à un château du XIIe siècle. Par contre, la baie que vous voyez là, la baie romane, oui, correspond à un château du XIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était une grosse ferme fortifiée ou une auberge fortifiée ou quelque chose qui pourrait ressembler aussi à un lieu où on protège les gens qui travaillent autour. En forêt de Sillé, il y avait beaucoup de mines de fer à ciel ouvert, où on allait extraire la pierre, où ça pouvait être aussi les gens qui pêchaient dans l'étang, parce que le poisson était une denrée aussi qui se monnayait et assez chère. Donc si vous vous baladez tout autour, vous pouvez vous balader tout autour de ce château quand vous êtes sur la plage. Autour, parce qu'il y a des douves, il y a une douve autour, et donc vous ne pouvez pas franchir cette douve. Avant, il y avait un petit pont, il y a encore 10-15 ans, et il y a eu même des concerts à l'intérieur. Je suis allé à un concert une fois à l'intérieur. Et du fait de son état, justement, parce qu'il est en ruine, on ne peut pas y accéder. Il y a un périmètre. Mais on aperçoit bien les 6 tours, et je vous conseille de faire le tour carrément de la forêt, depuis la plage et la forêt. C'est vraiment un site qu'on ne connaît pas à Sillé-le-Guillaume, et tout près, enfin vraiment, il y a plein de gens qui passent à côté sans savoir ce qu'il y avait là. Alors on l'appelle aujourd'hui le château du Défait, avec ce grand mystère. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? On suppose un gros logis quand même. C'est du défait ou des défaits ? Des défaits ou du défait, oui, je ne sais pas. 2 défaits, oui. Et puis pareil, l'écriture avec le AY, domaine, certainement, plus que AIS, comme sur certaines cartes. Bonne pioche, donc à voir. Donc c'est à voir, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Vous pouvez voir les tours et tout. Et il y a un autre château, qui est le château de Sillé. On en a parlé en première partie, mais je n'en ai pas parlé. Il est monument historique depuis 1889. Et là, c'est un château qui a un siècle qui était plus dans le temps, au XIe siècle, qui a été construit au XIe siècle par le seigneur Guillaume de Sillé. Et il a fait construire cette forteresse sur une petite avancée. Il y a la chaîne des Coëvrons, et puis le relief fait une petite avancée comme ça sur la vallée, et ce qui fait qu'il y a un point de vue incroyable. Et ce château était vraiment une grosse forteresse avec un gros donjon. Et puis surtout, aujourd'hui, on voit encore ce qu'on voit à l'image, la Barbacane, et puis on voit le pont-levis juste un petit peu plus loin. Voilà, on l'aperçoit, le pont-levis. Bon, l'église ne ressemblait pas à ça, on l'a vu sur la gravure précédemment, et vraiment, c'est le château fort de la Sarthe, si on peut dire, malheureusement remanié au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Mais qui surplombe la cité, quoi. Qui surplombe la cité, c'est vraiment un bâtiment impressionnant. Alors on y trouve évidemment une casemate, des archères
qui étaient d'abord des archères pour tirer à l'arc et qui sont devenues des canonnières, puisqu'on a fait des trous pour passer les canons et les machicoulis. Et puis cette fameuse Barbacane, un châtelet avec le pont-levis. Vraiment, on a un château fort magnifique pour ce Nord-Sarthe qui fait partie des places fortes du Haut-Maine. À visiter à partir du mois d'avril, je crois. Tout à fait, oui, qui est ouvert au public maintenant quand même. Il a été longtemps fermé. C'est une très bonne initiative. Et puis je voulais vous parler d'autre chose qu'on parle peu. C'est là on va aller pendant la guerre 40 et c'est surtout un fait qui s'est déroulé le 19 juin 1940 où l'armée française était vraiment en débâcle. Les gens partaient vers l'ouest, vers le sud et les Allemands avançaient en France. Et là ils sont arrivés par la rue de Fresnay et malheureusement il y avait 14 Sénégalais, des tirailleurs sénégalais, qui étaient assis tranquillement et les Allemands les ont pris. Et malheureusement, ils les ont fusillés. L'histoire est un peu triste le long de la ligne de chemin de fer. Et aujourd'hui, il y a un lieu de mémoire. Si vous allez vraiment dans le cimetière, il y a un carré, ce qu'on appelle un carré militaire, où le drapeau sénégalais flotte depuis des années. Alors souvent, les gens sont étonnés de trouver ce drapeau flotter. Et il y a cette plaque commémorative avec évidemment ce drapeau qui flotte tout le temps. Et puis si vous allez le long de la ligne de chemin de fer aussi, il y a un petit monument. Ouais, une stèle a été érigée. Ouais. Voilà, où on sait où ont été malheureusement fusillés ces gens. C'est des gens qui ont... C'est une période quand même très, très dure. C'est quand même les tirailleurs sénégalais, c'est la guerre 14, c'est la guerre 40. Le monde, nos colonies ont beaucoup souffert. Et en plus, eux, ils ont subi certainement un acte de racisme de la part des Allemands, un acte fort. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. C'est quand même des gens qui ont énormément œuvré et bataillé à nos côtés pour essayer que la France soit libre. Eh bien, merci mon cher Pascal pour cet éclairage, pour toutes ces précisions inhérentes à la commune de Sillé-le-Guillaume. Sillé-le-Guillaume, on parle bien évidemment le patois. C'est la transition toute faite avec notre ami Serge Bertin, qui ce soir une petite histoire à nous raconter, j'imagine, comme il a le secret. Oui, mais vous êtes au courant. Il paraît que du côté de Bruxelles, alors vous me direz on est loin de patois, mais du côté de Bruxelles, il y a de la Castille. Castille, ça veut dire de la bagarre. Hein. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les pays européens ne sont pas d'accord entre eux par rapport à un phénomène tout récent qui s'appelle l'AI. Bon, l'AI, c'est quoi ? Vous savez bien, c'est Artificial Intelligence. Ou plus exactement, l'IA, je préfère, je suis plus à mon aise, c'est l'intelligence artificielle. Et toutes ces histoires de chat GPT, les robots conversationnels. Donc ça, c'est un sujet qui me paraît extrêmement brûlant. Alors, l'IA. L'autre jour, j'en discutais, c'est pas plus qu'hier, avec le gars Michel et puis sa bonne femme, l'Henriette. Lui, il disait, ça, c'est tout bon. Elle disait, non, c'est tout mauvais. Ils n'étaient pas d'accord. Ça n'a pas fini en Castille, je veux bien. Mais j'imagine qu'il est en train de se demander pourquoi je suis en train de parler de l'intelligence artificielle, quel rapport avec le patois, mon cher Serge ? Voilà, c'est ce que j'attendais que tu me dises. Vous me disiez pardon. Cher maître, maître, comme on dit, pour les gens importants, sachez que le patois sartois permet d'exprimer absolument tout. Il a une espèce de vocation à être industriel. J'en entends qui disent qu'il ne faut pas rêver, peut-être. Mais en tout cas, le patois permet de tout désigner, y compris l'intelligence artificielle. Comment qu'on dit l'intelligence artificielle en sartois ? Tu t'attends au pire. Il a raison. Non, il suffit. Là, un petit mot. Pour parler sartois, si le mot il n'est pas tout à fait dans les dictionnaires, vous l'inventez en vous inspirant de la logique patoisante. Parce que tout est logique dans le patois, et surtout dans le patois sartois. Intelligence. Intelligence, comme on dit en sartois de quelqu'un qui est intelligent. On dit, il est ben encienté, ce qu'il a. Il y en a qui disent aussi, il a la courbe noire, ben débouchée. Mais ça, je préfère encienté. Une mécanique encientée, alors. Alors, voilà, il a tout trouvé. L'intelligence artificielle, la mécanique, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de machine à calculer ses points humains, donc c'est une mécanique. Eh bien, la mécanique
ancienneté, voilà l'intelligence artificielle. Donc, Eh bien donc, voilà, il suit bien. Donc, je vous invite tous et tous à dire avec moi la mécanique ancientée. Prêt? Top. La mécanique ancientée. Mais c'est bien, hein, vous avez bien patoisé. Et je suis persuadé que devant leur poste, les gens, ils ont dit la même chose. Hein. Alors, vous dites bien le patois, donc vous allez bien écrire le patois. Et là, j'en viens à l'essentiel. Je m'adresse à vous, présents sur le plateau, mais à vous, téléspectateurs, téléspectateuses. Oui, on dit spectateuse quand on est en patois. ah hein. d'accord. Oui, On spectatrice, aura c'est appris trop... ça ce soir. Bah, c'est moi qui l'ai inventé aussi. Ah hein, d'accord, bon. ok, c'est du... Mais dans une perspective, je vous invite toutes et tous à vous mobiliser pour un phénomène qui sera important, qui sera au patois l'équivalent de ce que les Jeux Olympiques seront au sport, c'est-à-dire les Olympiades 2024. Oh sacré bon Dieu. Il l'a bien dit, là, il est bien parti. Hein. Je vous invite toutes et tous, hein, et ceux dans le poste aussi, hein, vous êtes concernés. Hein. Eh bien, il va falloir écrire un texte en patois. Oh, pas qu'en patois, avec des mots en patois, ayant un rapport avec la fête. L'idée de fête, l'idée de joie. Hein. Ce texte, une page au minimum, vous pouvez aller jusqu'à 10. Sous quelque forme que ce soit. Vous faites une petite nouvelle, un poème, une chanson, un mot d'humeur, bref, mais il faut que ça tienne au moins comme une page. Hein. Et ça y est, je devine qu'il y en a qui, autour de moi qui disent « mais j'y connais rien du tout dans le patois ». J'y connais rien. Elle y connaît rien en tout. Rien du tout. Lui non plus. Eh bien, on va vous aider. Il y a un certain nombre de mots, vous allez vous entraîner. Avec les mots qui vont peut-être paraître dans l'écran, si ça ne paraît pas, je vais vous les dire. Alors allez-y Serge. Un assemblée. Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée? Bah, une assemblée. Un assemblée. Un assemblée. Un assemblée. Non. Un, c'est une. Un d'accord, assemblée. Une assemblée. Une assemblée, c'est quoi une assemblée? Un regroupement de gens. C'est des gens, une assemblée de gens. Eh ben, Voilà. plus que ça, hein, c'est une fête. Ah oui. Hein, l'assemblée du village, et c'est la fête en l'honneur du saint. D'accord. Voilà le premier mot. Un autre mot, tenez. Rigoustin. Ou si vous voulez prononcer avec des roulements d'air, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Rigoustin. Il est tout Rigoustin, ce style-là. Il est drôle. Rigolo. Il est drôle, il est bonne humeur. Bravo. Ah, bravo. Bravo Finalement, je connais Emeline. pas. Oui, vous êtes vraiment invité à faire un texte, vous. Hein. Ouais. Et puis, Bénez. Ah bah Ah. ça c'est... Benez, À l'aise. il est à l'aise. Il est cool, quoi. Tout cool. Oh, mais Ouais, elle est bonne. Hein. pour la dictée. Allez au piési. Bah, Allez au Plaisir. piési, allez à la fête, tout simplement. Hein. Ginguer. Danser, ouais. Danser. C'est danser. Bon, bah voilà, bah voilà. Et puis on va terminer avec une jury. Des jeux. Un jeu, la fête, un spectacle, une jury. Alors, vous le voyez, tous ces mots qui viennent d'être trouvés hein, vont nous permettre et vont vous permettre à tous de commencer à faire quelque chose. Alors, peut-être vous dites-vous qu'Olga Bertin, il raconte des bigoras dans la mesure où c'est pas sérieux. Mais si, hein, vraiment, les Olympiades 2024, c'est sérieux. Pour vous en convaincre, il suffit de regarder sur le site. Pour ceux qui ont l'Internet, hein, eh ben, ceux qui ont l'Internet, ils n'ont qu'à regarder sur le site là. Et vous y trouverez les modalités ainsi qu'un lexique qui vous permettra d'avoir les mots. Vous envoyez ça par l'Internet. Éventuellement, si vous n'avez pas l'Internet, vous l'envoyez à Bruno et qui transmettra. Eh bien, merci, mon cher Serge. On va faire passer le message. Et puis, bah, je pense que vous avez été entendu ce soir par nos téléspectateurs qui ne manqueront pas de réagir. Et puis, bah, on suivra donc les Olympiades 2024. On va vérifier. Ouais. Merci, Serge. On va parler cuisine maintenant avec Sandra Ravenot. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, de votre passion pour la cuisine, et puis une cuisine que vous souhaitez faire partager avec les Sartois, à l'occasion de soirées, de cours que vous dispensez. Je crois que la semaine prochaine, vous êtes à Souligné-Flacé Alors, oui. pour une soirée placée sous le signe de la courgette, c'est ça? De la courge? Alors, de la courge la semaine prochaine, mais c'est toutes les semaines et presque tous les jours. Donc, ça peut être à Souligné-Flacé, mais effectivement, dans plein d'autres endroits.
pour des associations. Hein. J'interviens pour l'Université du Temps Libre. Et puis aussi pour des entreprises, par exemple, qui souhaitent partager des moments conviviaux en équipe avec leurs salariés. Ça peut être une occasion de faire une activité fédératrice, gourmande et enrichissante. Avec la particularité, bien évidemment, de cuisiner des légumes de saison. Alors c'est vrai que moi, ma spécialité, ce que j'adore faire, c'est sublimer les fruits et les légumes pour montrer à quel point on peut se régaler avec les fruits et les légumes, et forcément les légumes de saison. Voilà, donc... Vous êtes tourné vers le végétal de saison, on va dire. Voilà, c'est ça. voilà. Moi, c'est vraiment ma spécialité, le végétal de saison. Puis un peu la mission que je me suis donnée, c'est aussi justement avec ce végétal, d'aider et d'accompagner les personnes qui souhaitent aller vers manger plus de légumes, à les aider à manger équilibré aussi, c'est-à-dire donner des alternatives à manger un plat à la place d'un plat classique. Mais qu'est-ce qu'on peut manger en fait comme fruits et légumes, et avec quoi on les accompagne pour que ça soit complet. D'une manière générale, ce sont les légumes de votre jardin ou ce sont des légumes que vous allez chercher peut-être à la ferme, en direct, dans la campagne sartoise? J'ai pas le temps de cultiver les légumes. Je cultive les herbes aromatiques quand même, et quelques légumes, mais c'est vraiment à la marge. Non, je me fournis soit à la ferme de la Montcessière à Coulon-sur-Gé, où il y a Héloïse qui produit des super légumes, en bio bien sûr, et sinon je me fournis à la Biocoop. Vous avez le sentiment que les gens, il y a un retour au naturel, aux sources justement, ont besoin, ont envie de plus en plus de cuisiner, même si ça prend du temps, avec des bons produits. Vous êtes sollicité justement aussi par des particuliers qui veulent aussi prendre des cours. Et peut-être que vous aussi, dans les soirées, vous préparez peut-être un dîner. Alors moi, je ne fais pas traiteur du tout. D'accord. Je suis vraiment que sur la transmission, effectivement, de mon savoir-faire concernant le végétal et le végétarien. Mais pas que, d'ailleurs, je fais aussi quand même de la pâtisserie, et j'introduis également de temps en temps quelques protéines animales, mais ça reste rare. Donc oui, effectivement, c'est ce que je fais pendant mes cours. Eh bien, merci Sandra. Avec plaisir. Ravenot. Donc on va rappeler, ce sont les cours de Pimprenelle. Les cours de Pimprenelle. Voilà, sur Internet. Voilà, présent sur j'ai un site Internet, lescoursdepimprenelle.fr, un site Instagram, Facebook, LinkedIn, enfin on peut me trouver un petit peu partout. Voilà. Merci. Avec bonne plaisir, soirée. merci. De Souligné Flacé, on passe avec Emeline dans un coin de la Sarthe, peut-être Nord-Sarthe. Eh bien oui, on va parler du Nord-Sarthe en début et en fin. On va parler également du commerce qui prend place au lieu de l'ancienne alinéa au parc Manceau, et d'une crêperie qui va proposer des saveurs un petit peu inattendues. Eh bien allons-y, on vous écoute. Alors, je vous emmène avec moi à la Ferté-Bernard parce que c'est là que ça se passe. C'est pour parler de la reprise de Shop et Compagnie, qui donc c'est le 31e magasin de l'enseigne, qui est principalement basé sur l'Ouest. Donc à la Ferté-Bernard, dans l'espace du lac. Donc c'est Juliane et Christophe qui ont décidé de proposer à la vente, donc à la Ferté-Bernard, plusieurs références de bière, et vraiment ce qui va faire leur singularité, c'est qu'ils veulent essayer dans un milieu, un marché qui est quand même très axé sur la Belgique, essayer de proposer au maximum des références françaises, locales si possible, mais françaises à minima. Propose également du snacking, puisque c'est également un lieu familial. Ce qui me semble important aussi de préciser, c'est que j'ai revu un petit peu mes notes, c'est déjà le 8e magasin qui propose des références de bière dont on parle depuis septembre dans la Sarthe. Donc il y a une vraie appétence pour la bière, effectivement, il y a un vrai marché, en tout cas les magasins ouvrent de plus en plus, donc on rappelle qu'évidemment l'alcool est à consommer avec modération. Et l'alcool est à consommer avec modération, mais Dylan, dont je vais vous parler, qui est également, il y a un vivier de ce côté-là, dans le coin de la Ferté-Bernard, vous propose Apéro 28 61 72. C'est le nom de la société. Apéro 28 61 72. Okay. Voilà, c'est à la pointe des 3 départements, effectivement, dans le nord-est du département, de notre département de la Sarthe. Et Dylan, qui est un jeune entrepreneur de 26 ans, il a la spécificité de vous livrer votre apéritif.
faites une soirée. Apparemment, il a même déjà livré un mariage qui devait être en panne. Donc voilà, il œuvre à La Ferté-Bernard plus 25 km aux alentours. Il livre en voiture. Tout est à retrouver sur son site au niveau des informations. Et donc c'est un concept qui existe évidemment déjà dans des grandes villes, mais qui n'existait pas sur La Ferté-Bernard. Donc il prend le créneau sur ces 3 départements. Et il est ouvert 7 jours sur 7. Et c'est là où ses horaires, forcément, sont un peu particuliers par rapport à un commerce traditionnel, puisqu'il est ouvert de 20h à 2h du matin et à 3h du matin pour le vendredi et le samedi. C'est noté. Il y a de quoi faire la fête. Mais avec modération. J'espère qu'il fait des grasses matinées. Ouais. Bah, je lui souhaite, effectivement. En même temps, l'apéro à 10h, c'est plus rare. Donc, normalement, il devrait avoir le temps de se reposer. Ensuite, on se rapproche un petit peu de l'agglomération mancelle puisque je vous parle de l'ouverture donc du magasin But, le 2e sur la périphérie du Mans, puisque le premier magasin se situe à Mulsanne dans la ZAC du Cormier et celui-ci, il ouvre donc en lieu et place de l'ancienne Alinéa. Donc, il a ouvert le 17 novembre, c'est tout récent. Et le directeur, donc, qui est Jonathan Frisson, explique que la volonté de l'enseigne, c'est que chaque Français ait un magasin But à moins de 20 minutes de son domicile. Voilà, donc là, en l'occurrence, pour les Manceaux, c'est chose faite x2, j'ai envie de vous dire, puisque c'est proposé des 2 côtés. Et donc, cette enseigne But qui existe depuis 1972, avec celle-ci, en tout cas avec ce magasin, l'ouverture de ce magasin-là, c'est le 280e magasin qui ouvre en France. Donc, D'accord. ils ont l'air d'être bien partis, effectivement, pour tenir leurs promesses. Un petit dernier, peut-être ? Eh bien, 2 petits derniers. Une dernière ouverture à La Flèche, puisque Gargantua cède la place à la table d'Henri, qui va ouvrir donc courant décembre dans quelques jours. Il faut se tenir informé pour avoir la date. C'est annoncé sur la première semaine de décembre. Donc, place Henri IV à La Flèche. Et c'est Philippe, qui est un fléchois d'origine, qui a pas mal bougé en Bretagne et qui a ouvert déjà 4 premières crêperies dans la Bretagne et notamment au Mont-Saint-Michel, a décidé qu'il était temps de revenir à La Flèche, d'ouvrir sa propre crêperie à La Flèche. Donc, c'est une crêperie qui est, malgré tout, la carte sera 100% bretonne et surtout 50% bio. Voilà, ce qui est assez rare à noter. Et vous pourrez, on reste dans le thème de l'alcool, je suis désolée, c'est clairement pas fait exprès, mais il propose également ces cidres avec des saveurs particulières telles que le gingembre, la châtaigne ou le rhum. Donc c'est à suivre, mais comme c'est un Sartois d'origine, il propose aussi une glace à la rillette. Merci. Et enfin, pour faire très vite, la fermeture du magasin Silhouette à La Ferté-Bernard aussi, qui était placé donc place de la République. Et c'est un magasin qui était ouvert depuis plus de 30 ans maintenant. C'est probablement un opticien qui va prendre la place, mais en attendant, à partir du 22 novembre, il y a une liquidation du stock puisque Nadine part à la retraite. Et donc, vous pourrez avoir plus de 70% sur des grandes marques, puisque la gérante vendait notamment du Eden Park, du Dior et d'autres grandes marques. Voilà pour les mouvements de cette semaine. Merci Emeline pour toutes ces nouvelles, mauvaises ou bonnes, quoi. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de Plus belle ma Sarthe avec Philippe Laville, un éditeur sartois.